Dans la pénombre d'un hôpital militaire, deux chiffres se heurtent, une armée fragilisée et une cohésion qui remonte pourtant plus vite que prévu. En moins d'un an, les indicateurs opérationnels changent de trajectoire, tandis que les récits de terrain décrivent une réalité plus nuancée, presque contradictoire. Alors, que signifie réellement cette accélération pour ceux qui observent Ibrahim Traoré et cherchent à comprendre ce basculement silencieux ? Une scène discrète suffit parfois à dévoiler un futur qui se déplace avant même qu'on le nomme. Comprendre l'ascension silencieuse qui traverse le Burkina Faso exige plus qu'un récit héroïque. Il faut mesurer comment un changement militaire, social et institutionnel redessine les attentes d'un pays entier. La promesse centrale tient dans 10 mots. Transformer l'efficacité en stabilité durable pour la population entière. Et derrière cette promesse se trouve un enjeu simple mais déterminant. Si les progrès visibles ne s'ancrent pas dans des structures capables de durer, l'élan actuel pourrait se disperser aussi vite qu'il est apparu. C'est pour cela que les premiers mois deviennent un laboratoire grandeur nature où chaque décision, formation, logistique, communication, intégration civile agit comme un test de solidité. Mais une question demeure ouverte. Ces avancées pourront-elles résister à la pression politique, au scepticisme extérieur et aux contraintes internes d'un pays sous tension ? Les données, les témoignages et la chronologie offriront des réponses, mais seulement si l'on observe ce mouvement comme un système complet plutôt qu'une suite d'événements isolés. Ce voyage propose donc d'examiner les faits, puis leur cohérence, pour comprendre ce qui s'élève réellement au-delà des apparences. Deux faits émergent dès l'ouverture de la séquence. En 30 jours, des hélicoptères jusque-là immobilisés ont été remis en service et 5 brigades d'intervention rapide ont été créées pour combler les failles opérationnelles. Ces deux résultats, modestes en apparence, révèlent pourtant une bascule plus profonde. La chaîne de commandement elle-même a changé de rythme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique pyramidale cède la place à une circulation plus directe de l'information entre terrain et état-major. Les rapports militaires cités dans la période allant de décembre 2024 au premier mois de 2025 montrent que les promotions, comme celle du colonel Mouzadou, devenu général après avoir tenu la ligne AK, ne répondent plus à la seule ancienneté, mais à l'exposition réelle au risque. Cette redistribution de la responsabilité n'est pas théorisée dans un discours, elle apparaît d'abord dans les actes, puis dans le langage des soldats qui évoquent la fraternité plutôt que l'obéissance. Le contexte élargi du Burkina Faso explique pourquoi cette mutation retient l'attention. Le pays sort d'années marquées par l'abandon des territoires périphériques, l'effritement du moral et la fragmentation institutionnelle. Lorsque les premières mesures de réorganisation apparaissent, elles interviennent dans un espace où les attentes sont fortes, mais la confiance fragile. C'est ce qui rend les mois initiaux si déterminants. Ils ne se résument pas à moderniser une armée, mais à recoudre un tissu social atteint dans sa continuité. Les premiers signes d'amélioration, convois rétablis, dépôts rouverts, communication restaurée entre Dori et Kaya recomposent un cadre où l'efficacité militaire devient un levier de stabilisation civile. Dans les hôpitaux comme dans les casernes, les gestes quotidiens prennent une signification politique. Écouter avant d'ordonner, partager le risque, apparaître sans cortège. Ce début d'année marque ainsi la transition entre une survie institutionnelle et une tentative de reconstruction méthodique, où chaque avancée sert surtout à tester la cohésion collective. Pour saisir ce qui se joue réellement dans les premiers mois, il faut s'appuyer sur des figures de terrain dont la trajectoire éclaire la mécanique du renouveau. Le général Mouzadou, ancien colonel cité dans les rapports de Ouagadougou, incarne cette première lame de fond. Tenir la ligne sous le feu à K n'a pas seulement été une prouesse tactique, mais la preuve qu'une armée éprouvée pouvait encore produire des relais de confiance. Autour de lui, les volontaires du VDP et les soldats blessés rencontrés dans les hôpitaux deviennent des guides silencieux d'un changement qu'ils n'avaient pas anticipé. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces acteurs de l'ombre ne servent pas de décor narratif. Ils forment la base d'un système qui cherche à remplacer la peur par la responsabilité partagée. Dans les casernes, les témoignages décrivent une mutation discrète mais décisive.
Le grade cesse de garantir l'autorité, tandis que l'exposition au risque en devient le nouveau fondement. Ce déplacement de normes crée un climat où le rire réapparaît parmi les blessés, où les conversations incluent l'idée même d'avenir, là où l'horizon se réduisait jadis à la survie quotidienne. L'impact initial dépasse ainsi la stricte efficacité opérationnelle. Il touche la perception de soi des soldats, puis celle des civils qui constatent que l'uniforme n'est plus distance, mais appartenance. En quelques semaines, la frontière entre institutions et population s'amincit, laissant émerger une forme de confiance qui s'exprime moins dans les communiqués que dans les regards. En somme, les premiers acteurs du terrain deviennent les véritables boussoles d'un redressement en construction, montrant que la transformation commence souvent par ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Tout commence par un geste, discret, presque effacé. Dans un couloir d'hôpital, un président pose sa main sur l'épaule d'un soldat blessé. Ce moment, sans cortège, sans caméra, agit comme le déclencheur. Il révèle une posture nouvelle où l'autorité cesse d'être proclamée pour devenir perçue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le commandement prend racine dans la proximité, dans la fatigue des hommes et dans la nécessité brute de tenir face à la fragmentation du pays. Très vite, la dynamique s'accélère. Les premières décisions ne sont pas spectaculaires. Elles sont ciblées. Rouvrir des dépôts d'armes, réactiver les convois, faire redécoller des hélicoptères immobilisés. Chaque action, minuscule sur le papier, crée un effet de ricochet. Dans les bases avancées, les soldats constatent que les délais se raccourcissent. Dans les zones rouges, les civils entendent enfin des communications rétablies. L'armée, longtemps perçue comme une structure lourde et lointaine, recommence à bouger, à respirer. Puis vient l'apogée, ce point où les événements prennent une dimension collective. Le moment clé survient lorsque le président quitte son bureau pour passer 2 nuits en base avancée, sans protocole, partageant les rations des soldats. Le récit de cette scène circule plus vite que les communiqués officiels. Il s'inscrit dans les discussions, dans les radios locales, dans les familles qui attendaient depuis des mois un signe d'engagement réel. Ce déplacement physique devient un déplacement symbolique. La hiérarchie ne se tient plus en haut, mais au centre. La cohésion n'est plus un mot, mais un échange de risques. En parallèle, la structure opérationnelle change de cadence. Les brigades légères, rapides, autonomes, capables d'intervenir en quelques heures, définissent un nouveau tempo. Les pertes diminuent, les offensives se synchronisent entre Dori et Kaya. Les hélicoptères assurent de nouveau la mobilité, transformant chaque vol en promesse de présence. Le peuple voit son drapeau dans le ciel du Sahel et comprend que la reconquête ne se fait pas seulement au sol, mais dans l'imaginaire d'un pays qui redresse la tête. Mais l'apogée porte un prix. Lorsque le mouvement devient visible, les critiques se réveillent. Observateurs étrangers, chancelleries occidentales, organisations régionales, tous s'interrogent sur la montée en puissance militaire. À l'intérieur, certains civils craignent une militarisation trop rapide. Les oppositions évoquent la menace d'un pouvoir resserré. Cette tension, loin de stopper la dynamique, contribue à redéfinir la nature même du projet. C'est ici que commence la rémanence, la phase où les actions initiales laissent une trace durable. Les programmes d'intégration du VDP et des blessés de guerre ouvrent des passerelles entre défense et reconstruction civile. Les convois humanitaires circulent sur des routes autrefois désertes. Les familles perçoivent un changement subtil. Les soldats rentrent chez eux avec la sensation d'avoir avancé. Les villages, longtemps isolés, voient réapparaître une forme de normalité. La rémanence se mesure aussi dans la mémoire, dans les regards levés, dans les gestes partagés, dans la conviction que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une endurance quotidienne. Ce que les observateurs voient comme consolidation du pouvoir, beaucoup le vivent comme consolidation de l'esprit. Sous les pas d'Ibrahim Traoré, la poussière du Sahel ne masque plus la fatigue d'hier. Elle accompagne un pays qui réapprend son propre rythme. Le basculement devient lisible dès qu'on observe la trajectoire baseline delta qui structure les opérations. Un taux de succès passé de 42% à 68% en 9 mois montre une amélioration nette, nourrie autant par la circulation de l'information que par la cohésion interne. Ce contraste mesure la montée en efficacité. Ce delta illustre un changement de rythme opérationnel tangible et soutenu. Le deuxième indicateur repose sur le temps de planification, réduit d'environ 7 jours à moins de 48 heures pour chaque mission.
Cette contraction radicale transforme la manière dont l'armée anticipe, déploie et ajuste ses interventions. Ce délai raccourci démontre une capacité d'adaptation plus souple et réactive. Enfin, le troisième chiffre tient à l'augmentation du moral mesuré par le ministère de la Défense. Évalué à plus 135%, signe qu'une culture de confiance émerge au cœur même des unités, là où l'usure avait profondément marqué les années précédentes. Cette hausse reflète un climat psychologique renouvelé et mieux stabilisé. Ces trois métriques, bien qu'elles ne couvrent pas l'ensemble du tableau, permettent de comprendre pourquoi les observateurs de terrain décrivent une armée redevenue fonctionnelle. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la chaîne de commandement cesse d'être une tour isolée. Elle devient un réseau perméable où les signaux du terrain montent plus vite que les procédures administratives. L'efficacité n'est plus vantée dans un discours, elle s'exprime dans la cadence même des actions. La réduction des pertes dans les zones critiques, particulièrement après la synchronisation des offensives entre Dori et Kaya, constitue l'un des effets indirects de cette transformation. Bien que le texte source ne fournisse pas de chiffres précis sur ces pertes, il indique clairement une diminution significative liée à la rapidité d'intervention. L'amélioration logistique contribue à cet élan. Véhicules blindés livrés, communication sécurisée, dépôts rouverts, convois rétablis. Ces éléments ne sont pas des ornements statistiques, mais des briques essentielles qui rendent les progrès mesurables. Les données soulignent également que chaque avancée matérielle a un équivalent humain. Cette équivalence s'inscrit dans une logique voulue par Ibrahim Traoré. Si un équipement arrive, un impact social doit suivre. Lorsque des moyens de communication sont installés, les familles reçoivent des nouvelles fiables. Lorsqu'un hélicoptère redécolle, les villages perçoivent une présence protectrice. Lorsque les unités se réorganisent, les écoles rouvrent plus régulièrement. Cette corrélation constante entre progrès militaire et bénéfices civils façonne une souveraineté pragmatique. Les observateurs extérieurs interprètent parfois cette montée en puissance comme un signe de militarisation accrue. Toutefois, les chiffres disponibles ne renvoient pas à une armée hypertrophiée, mais à une administration disciplinaire en reconstruction. Les plus de 15 000 volontaires formés dans le cadre du VDP mentionné dans la période ne sont pas utilisés pour étendre un contrôle autoritaire, mais pour épauler les programmes civils où l'État était absent. Ici encore, le nombre n'existe que par son ancrage social. Au final, les preuves quantitatives ne racontent jamais une histoire complète. Elles posent un cadre, elles tracent une direction, elles montrent où l'efficacité rencontre la cohésion. Elles expliquent pourquoi, dans l'ensemble des témoignages, la confiance apparaît comme la ressource la plus rare, mais aussi la plus précieuse. C'est à partir de cette base chiffrée que s'esquisse la suite du parcours. Deux lectures s'affrontent autour de la trajectoire récente du Burkina Faso, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide. La première, dominante dans plusieurs chancelleries occidentales, affirme que la montée en puissance de l'appareil militaire sous Ibrahim Traoré traduit un glissement vers l'autoritarisme. Selon cette perspective, la consolidation de la chaîne de commandement, la centralité du chef de l'État et la place accrue des brigades légères constituent autant de signaux d'un pouvoir trop concentré. Dans cette vision, discipline et loyauté deviennent des termes ambigus, susceptibles de masquer un contrôle excessif sur la société civile et d'affaiblir les contre-pouvoirs institutionnels déjà fragiles. La seconde thèse, relayée par les témoignages de terrain et par une large partie de la population, s'appuie sur un vécu bien plus concret. Pour beaucoup de Burkinabés, l'État n'a pas été affermi mais réanimé. Les habitants des zones autrefois délaissées voient les routes sécurisées, les écoles rouvertes, les convois humanitaires rétablis. Ils ne lisent pas les décisions de Traoré comme une verticalité imposée, mais comme un effort de protection après 2 décennies d'aide extérieure qui n'ont ni endigué les attaques, ni restauré la confiance. Dans cette optique, l'efficacité militaire n'empiète pas sur la vie civile. Elle sert de socle à une cohésion qui recommence enfin à circuler. Pour départager ces deux positions, il faut revenir exclusivement aux éléments fournis par le texte source. Celui-ci montre d'une part que le pouvoir s'est resserré, ce que la thèse critique affirme, mais indique aussi que ce resserrement s'accompagne d'un mouvement inverse, l'incarnation, la présence quotidienne, l'écoute avant l'ordre, les programmes intégrant blessés de guerre et volontaires civils, les inspections publiques, les efforts de transparence médicale.
Le texte ne décrit pas une militarisation aveugle, mais une tentative de reconstruction où chaque amélioration logistique doit trouver son équivalent social. Ainsi, le Stillman conduit à reconnaître que les inquiétudes internationales ne sont pas infondées, mais que la dynamique intérieure visible dans les témoignages nuance largement l'hypothèse d'un autoritarisme mécanique. Ce que montre la période, c'est une tension réelle, mais aussi un pays qui cherche un équilibre entre rigueur, présence et reconstruction. Le cœur bascule ici. Ce pivot apparaît au moment où les gestes d'autorité cessent d'être interprétés comme de simples décisions militaires pour devenir les marqueurs d'une transformation sociale plus vaste. Sous Ibrahim Traoré, le commandement n'est plus un sommet distant, mais une présence circulante, visible dans les bases avancées, perceptible dans les hôpitaux et ressentie dans les villages qui redécouvrent la sécurité comme un rythme quotidien plutôt qu'une exception fragile. Le midpoint se joue précisément dans ce glissement. L'armée ne symbolise plus seulement la protection, elle devient un vecteur d'organisation, un langage collectif qui réapprend à relier les institutions aux populations. Les premières semaines de 2025 montrent ce changement dans des gestes simples, routes rouvertes, convois stabilisés, communication restaurée, qui transforment chaque petite victoire tactique en promesse civique. Ce moment charnière révèle alors la véritable nouveauté. La loyauté n'est plus exigée, elle est reçue. Et lorsque les soldats, comme les civils, perçoivent cette inversion, l'élan cesse d'être conjoncturel pour devenir structurel. C'est là que s'organise la suite, là que s'établit la tension entre progrès tangible et vigilance nécessaire. Les répercussions du renouveau initié sous Ibrahim Traoré ne se limitent plus à la sphère militaire. Elles se déploient dans 4 cercles où se lisent les transformations concrètes du Burkina Faso. 1. Population. La réapparition du quotidien sécurisé. Pour les habitants, le premier changement se lit dans les gestes ordinaires. Les convois civils circulent à nouveau sur des routes jadis désertées, les marchés reprennent vie, les communications se stabilisent. Dans plusieurs zones rouges, les familles témoignent d'un climat plus sûr, avec une diminution de moitié des attaques dans certaines régions, selon les statistiques internes évoquées dans la période. Cette sécurité retrouvée ne prend pas la forme d'un miracle, mais d'un rythme. Les écoles rouvrent, les enfants se déplacent sans escorte, les mères traversent les routes sans la même appréhension. La souveraineté prend ici le visage d'un soulagement discret, presque intime, qui répare une confiance effritée depuis des années. 2. Économie locale. Une respiration longtemps attendue. La stabilisation progressive des zones frontalières réactive les marchés et les coopératives agricoles. Soutenues par des soldats ingénieurs, ces structures exportent de nouveau vers le Ghana et le Togo. Le texte source indique même une croissance de 2,4% après des années de stagnation du PIB, signe d'un redressement modeste mais réel, rendu possible par la réduction de l'incertitude et la reprise logistique. Ici, l'impact n'est pas spectaculaire, il cumule de petites continuités, convois réguliers, routes praticables, ponts restaurés, qui redonnent une fonction économique à des territoires autrefois isolés. 3. État, une administration qui se redresse avec l'armée. La dynamique enclenchée se traduit également dans la machine institutionnelle. Les rapports d'impact du ministère de la Défense mentionnent 400 villages réhabilités et 80 000 bénéficiaires directs, résultat d'une administration qui retrouve sa capacité d'agir après des années d'inertie. Le programme d'intégration du VDP compte désormais près de 15 000 volontaires formés, non comme un instrument de contrôle, mais comme une main-d'œuvre civique mobilisée pour les routes, les ponts, les chantiers ruraux. Dans ce mouvement, l'armée cesse d'être un bloc séparé, elle devient un outil de reconstruction nationale. 4. Région, un effet d'entraînement géopolitique. Au-delà des frontières, les transformations observées au Burkina Faso influencent ses voisins du Mali et du Niger. Le texte évoque un axe d'indépendance qui inquiète les chancelleries européennes, lesquelles redoutent qu'un modèle de souveraineté sans tutelle étrangère fasse école. Pourtant, les populations régionales voient simplement un pays qui réapprend à tenir debout. L'impact n'est donc pas une démonstration de force, il est la preuve qu'un État meurtri peut devenir une matrice de cohésion. Dans ces 4 cercles, les conséquences ne se mesurent ni en slogan ni en déclaration. Elles se voient dans le retour des voix rassurées au téléphone.
dans les récoltes sécurisées, dans les villages réhabilités et dans l'onde régionale qu'un mouvement interne finit toujours par produire. À ce stade de son mandat, le Burkina Faso se trouve face à 3 trajectoires possibles, chacune découlant des dynamiques déjà visibles dans les mois précédents. Les faits fournis par la période étudiée permettent de dégager des scénarios crédibles sans extrapoler au-delà de ce que le texte source autorise. 1. Scénario de base, la stabilité prudente. Dans cette première option, les acquis militaires sont consolidés sans expansion supplémentaire. Les brigades légères continuent de sécuriser les zones frontalières. Les convois demeurent réguliers. Les infrastructures essentielles, routes, écoles, centres médicaux, sont renforcées. Les tensions diplomatiques avec Washington, Paris et Bruxelles persistent mais ne débouchent pas sur une rupture ouverte. Il s'agit d'une progression lente, mesurée, où l'État reste fragile mais fonctionnel. Sous Ibrahim Traoré, cette stabilité prudente permettrait au pays de maintenir une respiration institutionnelle régulière tout en absorbant les pressions extérieures. C'est le scénario où l'élan actuel ne s'accélère pas, mais ne s'effondre pas. 2. Scénario optimiste, la maturation institutionnelle. Ici, la discipline militaire irrigue progressivement l'administration civile. Les formations inspirées des académies d'officiers renforcent la ponctualité et la transparence des ministères. Les programmes sociaux réactivés atteignent un seuil où la bureaucratie rénovée commence enfin à produire des résultats continus. La presse locale, gagnant en autonomie, participe à une forme de contrôle civique. L'économie appuyée par les coopératives agricoles et l'énergie solaire dépasse une croissance de 4%, comme le suggère la dynamique amorcée dans le texte. Dans cette trajectoire, Traoré n'est plus seulement un chef d'État. Il devient un formateur de cadres, transformant l'élan militaire en culture de service public. 3. Scénario pessimiste, le durcissement sous pression. Si la défiance internationale s'intensifie, si les sanctions se multiplient, ou si une opposition intérieure frustrée trouve un prétexte politique, le risque d'isolement augmente. Le texte source évoque explicitement cette possibilité. Une pression étrangère conjuguée à des critiques internes pourrait pousser le pouvoir à resserrer davantage sa main. La conséquence serait un affaiblissement de l'élan civique, une réduction de l'espace de participation et une dépendance accrue aux structures sécuritaires. Le pays tiendrait, mais au prix d'un essoufflement moral, loin de l'énergie observée lors des premiers mois. Entre ces 3 voies, la différence ne tient pas au hasard, mais à un principe. Savoir quand renforcer la main et quand la relâcher. C'est le défi de tout État en reconstruction, et c'est la variable que la trajectoire d'Ibrahim Traoré devra continuellement ajuster. La transformation en cours ne peut être comprise sans observer ce qu'elle produit chez ceux qui n'apparaissent dans aucun communiqué. Travailleurs, familles, jeunes, enseignants, cultivateurs. Dans les villages comme dans les quartiers urbains, les habitants décrivent un changement qui s'exprime moins en slogans qu'en gestes concrets. Les convois de farine arrivent à l'heure, les routes autrefois abandonnées sont de nouveau praticables. Les marchés reprennent leur activité sans la même nervosité qu'auparavant. Cette régularité retrouvée agit comme une forme de réparation silencieuse. Pour les travailleurs, l'impact se lit dans la continuité. La journée de l'agriculteur n'est plus interrompue par des rumeurs d'attaque et l'artisan peut rouvrir son atelier sans s'interroger chaque matin sur la sécurité du quartier. Cette normalisation fragile, rendue possible par les efforts décrits dans les mois précédents, redonne un rythme à des vies suspendues trop longtemps. Les enseignants témoignent d'un autre effet, la présence régulière des élèves. Là où les absences étaient justifiées par la peur ou par l'impossibilité de se déplacer, les écoles fonctionnent de nouveau, et les enfants apprennent à dessiner le drapeau avec une fierté que les récits du texte source associent à une forme nouvelle de reconnaissance civique. Ce retour au cadre scolaire agit comme un repère pour des communautés qui avaient perdu leurs ancrages. Les familles, elles, ressentent la transformation à travers les voix entendues au téléphone. Plusieurs témoignages rapportent que les soldats, lorsqu'ils appellent depuis les zones rouges, ne parlent plus uniquement de fatigue, mais d'avancée, de cohérence, de perspective. Cette nuance, minime pour l'observateur extérieur, symbolise pourtant une bascule dans la manière de percevoir l'avenir.
Enfin, les jeunes, souvent les premiers touchés par l'instabilité, commencent à exprimer un sentiment rare, celui d'être à nouveau inclus dans un projet collectif. Non pas un projet abstrait, mais une reconstruction progressive qui leur laisse une place. Cette dimension humaine, parfois occultée dans les lectures géopolitiques, constitue l'un des noyaux les plus solides du renouveau. Elle explique pourquoi tant de voix affirment que la stabilité, même imparfaite, reste préférable au chaos qui précédait. La reconstruction engagée ne peut durer que si elle s'appuie sur une méthode claire, structurée et mesurable. Le texte source décrit déjà 5 directions précises que le pays commence à suivre sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Leur articulation compose une feuille de route qui vise non pas l'effet rapide, mais la constance, ce luxe rare pour les nations fragilisées. 1. Revaloriser les fondations administratives. Chaque ministère doit adopter la rigueur issue de la formation militaire, ponctualité, transparence, suivi régulier des résultats. Ce principe, inspiré des académies d'officiers, ne militarise pas l'État, il le discipline pour rétablir sa capacité d'action. 2. Consolider la chaîne logistique, routes, ponts, dépôts, énergie. Le texte décrit l'envoi d'ingénieurs issus de l'armée vers les travaux publics afin de reconnecter les régions isolées d'ici juin 2026. L'objectif est simple, aucune localité ne doit rester hors réseau. 3. Humaniser la défense. Les blessés, veuves et orphelins sont intégrés dans un cadre social structuré. L'agence ASVIG suit chaque dossier comme une dette d'honneur. La mémoire du sacrifice devient moteur d'unité, transformant le soutien social en ciment civique. 4. Partager la responsabilité territoriale. Les communautés locales participent à la codirection des dispositifs de sécurité rurale. La souveraineté cesse d'être un mot d'ordre. Elle devient une responsabilité collective où chaque village prend part à sa propre protection. 5. Mesurer pour durer. Chaque trimestre, un rapport public doit évaluer la performance de l'État selon 3 indicateurs. Temps de réaction, accès aux services essentiels, perception de sécurité. Pour Traoré, le courage n'a de sens que s'il se traduit en preuves observables. Cette feuille de route ne promet pas un avenir sans risque. Elle propose un cadre où la discipline, la transparence et l'inclusion deviennent des habitudes plutôt que des exceptions. Dans la lumière tamisée du soir, un écho revient comme un fil discret reliant l'ensemble du parcours. Ce couloir d'hôpital à Bobo, là où un simple geste avait ouvert la possibilité d'un pays qui se relève sans éclat, mais avec constance. Ce lieu, presque banal, devient une clé de lecture. Le texte source montre qu'une transformation profonde naît souvent dans les espaces silencieux, ceux où l'autorité cesse d'être proclamée pour devenir un engagement visible. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce geste initial n'a jamais été converti en symbole officiel. Il a plutôt servi de repère pour mesurer la distance parcourue. Des routes rouvertes aux écoles réanimées, des brigades légères aux programmes sociaux, chaque avancée semble renvoyer, d'une manière ou d'une autre, à la même intuition. Une nation se reconstruit en commençant par ses blessures, puis par ceux qui les portent. Lorsque l'on recoue des fragments dispersés, il arrive qu'un motif apparaisse. Dans ce cas précis, ce motif tient en quelques mots. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une manière de marcher ensemble. Et au moment où le pays retrouve ce pas commun, le couloir de Bobo cesse d'être une scène isolée. Il devient le miroir d'un peuple qui choisit de ne plus attendre son propre avenir. Le récit du Burkina Faso ne se clôt pas sur une certitude, mais sur une invitation. Les pages précédentes ont montré qu'un pays peut se relever non pas par triomphalisme, mais par cohérence, par gestes répétés, par cette discipline tranquille qui fait tenir les institutions lorsqu'elles vacillent. Rien n'est garanti, rien n'est immuable, et c'est précisément pour cela que chaque citoyen, chaque observateur, chaque voix extérieure a un rôle dans la manière dont cette trajectoire sera comprise.